Alors, salut à tous, moi c'est Swan. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'add-on de collaboration temps réel que j'ai fait sur Blender, qui est encore expérimental, je tiens à le préciser. Donc, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je présenterai le problème qui a motivé ma recherche sur ce domaine. Et enfin, j'aborderai justement la solution que je propose et les ouvertures que ça apporte. Donc, je suis doctorant en CIFRE, à cheval entre Cube Creative et le laboratoire de l'Université Paris 8, l'INREV. Et donc, qui dit doctorant dit recherche. Et ma recherche porte principalement sur le questionnement de ce qu'apporte le temps réel à une production de cinéma d'animation. Donc, que c'est en termes de fabrication d'images, en quoi le temps réel va pouvoir améliorer la vie des artistes et accélérer les processus de fabrication. Aujourd'hui, il faut savoir que on fabrique des films de la même manière que des voitures. À savoir qu'on s'est approprié des techniques issues du Fordisme pour concevoir nos films d'animation. Oups, pardon. Pour produire plus vite, faire des économies, nous nous sommes basés sur ce que l'on appelle une chaîne de production. Ça consiste en fait tout simplement à décomposer la conception du film en une succession linéaire d'étapes interdépendantes. Sauf que fabriquer un film, c'est pas comme fabriquer une voiture. Pour fabriquer une voiture, la création, la partie artistique, elle intervient principalement au début de l'étape de la chaîne de production. Alors que dans un film, le travail artistique, il n'intervient pas qu'au début, il intervient à chaque étape. Et finalement, en isolant les artistes dans des tâches individuelles, ce qu'on provoque, c'est un isolement. Et cet isolement, ça les rend aveugles à obtenir, ça les empêche tout simplement d'obtenir une vision globale du projet. Et le problème, c'est que sans cette vision globale, on leur coupe la communication là où elle est absolument vitale pour leur donner une orientation artistique. Donc c'est un peu paradoxal. Et naturellement, ça peut induire plein de problèmes. Par exemple, qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation où on a un client qui cherche à faire des modifications sur un shot après qu'il soit passé en rendu? Ou plus généralement, finalement, à qui c'est jamais arrivé de découvrir des problèmes en fin de chaîne de production et de se rendre compte qu'en fait, ils traînaient depuis le début? Le problème, c'est que quand ce genre de situation arrive, on est un peu démuni et il faut faire chemin arrière et repasser par toute la chaîne de production. Et ça coûte cher, ça fait mal, et ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et ça coûte humainement. Du coup, le workflow qui avait alors naturellement été adopté pour sa rentabilité perd en efficacité. Mais alors, comment améliorer la situation, me demanderez-vous? Eh bien, moi, j'ai qu'un seul mot à répondre: communication. Voilà. Donc, je crois que mieux communiquer, ça permettrait de briser les barrières qui isolent les artistes. En leur donnant ainsi une meilleure compréhension globale du projet, ça leur permettrait de mieux comprendre les besoins. Et en comprenant mieux les besoins, ils anticiperaient mieux les problèmes, tout bêtement. Les problèmes dont je vous ai parlé précédemment, notamment. C'est dans cette optique que le collaboratif temps réel peut changer les choses, selon mon point de vue. Donc il faut savoir, comme Franck l'a dit très brièvement juste avant, que je ne suis pas le seul à m'attaquer au problème et qu'il y a d'autres entités qui imaginent des solutions. Et donc, je vais rapidement vous faire un petit état de l'art de ce qui existe pour achever de la collaboration temps réel actuellement. Donc, on a on peut distinguer deux catégories, à savoir une première catégorie que j'ai appelée Cross DCC, donc c'est qui va permettre de faire de la collaboration entre plusieurs solutions différentes en temps réel. Parmi ces dernières, on a NVIDIA Omniverse, qui est assez connu, mais qui n'est pas encore public, pas encore publié, on ne sait pas sous quelle licence, c'est un peu... Voilà. Et d'un autre côté, on a Croquette.
qui est plus orienté vers du web, de la collaboration web entre solutions. Et la seconde grosse catégorie d'outils collaboratifs qui existe, c'est la catégorie mono-DCC. Donc ça, DCC, j'ai oublié de le dire, mais c'est logiciel de création. Donc là, on s'intéresse juste à mettre plusieurs utilisateurs dans le même environnement logiciel. Donc dans cette catégorie-là, on a Pocket Studio. On a Unreal qui s'est positionné aussi avec son outil de multi-user. Et on a SceneFusion, un add-on pour Unity également. Le problème, c'est que je souhaitais expérimenter ça de manière complètement libre. Et donc, il n'y a pas 3000 DCC qui existent pour le faire. Je devais le faire sous Blender. Voilà. Et le souci, c'est que aucune de ces solutions ne permettait de s'intégrer simplement dans Blender, dans les cross DCC. Donc, j'en viens à vous expliquer pourquoi j'ai choisi Blender pour mener à terme ces expérimentations et créer cet outil. Donc, tout d'abord, la philosophie libre. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de collaboration temps réel, on gère en arrière-plan, on doit répliquer des données en temps réel entre plusieurs personnes, plusieurs postes. Et le problème, c'est que si la solution n'est pas ouverte et qu'on ne sait pas comment fonctionnent les données en interne, il est impossible d'optimiser les choses de manière à le faire avec fluidité, en fait. C'est un peu comme si on essayait de tirer des données d'une boîte noire et de les envoyer ailleurs. C'est pas forcément évident. Ensuite, l'aspect communauté, parce que selon moi, c'est pas tout seul dans mon coin que je pourrais apporter une solution à ce gros problème de workflow. Et c'est avec justement une communauté qui va essayer, avec des gens qui ont chacun leur propre cas d'usage, qui pourront essayer de leur côté, ensemble dans leur entreprise ou en individuel, trouver de nouvelles manières de faire à partir de ça. Et enfin, l'aspect qui m'attrayait beaucoup aussi, c'est le fait que Blender, aujourd'hui, on peut faire un film entier dedans. On peut vraiment achever un film de A à Z dans Blender. Il ne fait pas tout très bien, ça c'est normal. Mais en termes d'outils, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, le fait d'avoir tous ces métiers à disposition dans le même logiciel, finalement, ça revenait à faire du cross-DCC, pour moi, mais cheap, parce que du coup, je n'ai pas à redévelopper des passerelles sur tous les logiciels. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble sous quelle forme ça a pris? Ça a pris la forme d'un add-on donc pour Blender qui, pour l'instant, est en Python, où les utilisateurs, en fait, vont juste se connecter de manière simple. Donc là, on peut voir, il y a une personne qui décide d'héberger une session, un host. C'est un peu comme dans le jeu vidéo, on crée sa partie et l'autre se connecte. Et là, j'ai mis que 2, mais ça peut être 3, 4, 5, ça dépend, voilà. Et donc, l'idée, c'est de rendre l'outil accessible à tout le monde absolument. Donc, il est publié sous licence GPL, comme Blender. Et du coup, voilà. Le but, c'est de rendre non seulement son utilisation simple dans la vie de tous les jours, donc sans rajouter un layer compliqué. Les gens utilisent Blender comme ils l'utilisent, sauf qu'ils voient les autres faire les trucs en même temps dans leur scène. Au niveau des fonctionnalités, qui dit collaboration dit réplication. Donc, dans un premier temps, l'add-on, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répliquer les données de la scène de Lost vers le serveur qui est local ou non, ça peut être un serveur dédié, comme dans les jeux vidéo. Il va y avoir ensuite une notion de présence qui sera extrêmement importante pour garantir le bon travail, une bonne collaboration, à savoir ce que les autres font. Et c'est là que utiliser le même DCC, ça a un gros avantage, c'est que on se tape qu'une seule fois le développement de représenter les utilisateurs dans l'espace 3D, tout simplement. Là où certains DCC ne le permettraient même pas. Ensuite, donc là, il s'agit de représenter de 1 l'utilisateur, son point de vue, dans quelle temporalité il est, et de donner des outils ensuite qui permettent de jouer avec. Et enfin, il y a une troisième couche, à savoir la couche de droit, qui empêche plusieurs utilisateurs de taper dans les mêmes objets, principalement. C'est principalement pour éviter des conflits, mais ça peut être aussi utilisé dans le cadre, par exemple, d'un client avec un client, je veux dire.
on pourrait imaginer utiliser le multi-user pour montrer l'avancement d'un shot à un client en l'invitant à rejoindre la scène de shot directement, sauf qu'on ne lui donnerait aucun droit de modification. Voilà. Donc dans un but de visualisation, mais du coup de visualisation beaucoup plus précis qu'une image 2D. Donc ici, j'ai mis juste une deuxième petite vidéo du genre d'outil qu'on peut trouver dans le multi-user, qui est aussi inspiré un peu des jeux vidéo, à savoir que quand on a plusieurs utilisateurs dans la même session, on peut avoir envie de voir ce que les autres voient. Et donc l'idée, c'est un peu comme un mode spectateur dans un jeu vidéo, à savoir qu'on peut se snapper sur la vue de quelqu'un d'autre. Il y a l'équivalent avec la timeline, si on veut se snapper sur la même temporalité qu'une autre personne, dans le cadre de l'animation. Alors il faut savoir que la donne n'est pas née de nulle part comme ça, d'une idée. Il a suivi tout un chemin expérimental qui fait partie de ma recherche. Et ça a été possible grâce à Cube Creative qui a donné un contexte industriel pour avoir des cas d'application concrets. Si vous voulez, là j'aurais pas le temps de parler de tous les cas que j'ai explorés à Cube, mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder ma présentation que j'ai faite en octobre à la BlenderConf, où je parle plus du cheminement que j'ai eu. Donc là, je vais parler d'un cas, à savoir du concept de BG. Donc la situation initiale était la suivante. On a pris 2 artistes de la série Tangranimo qui est produite à Cube Creative. Ils avaient les assets issus de cette série, donc sous forme de librairie. Et donc, ils se sont connectés ensemble sur une session et le but, c'était simple, c'était d'essayer de créer un décor à partir de rien. Et donc, voilà le timelapse de la création du décor. Donc, les 2 artistes dont je parle, c'est Clémence et Tanguy. Clémence, ici, on peut la voir, elle est en verte, Tanguy en bleu. Et donc, une particularité qui est due au contexte de l'expérimentation, là, c'est que dans le cadre d'un concept, pour coordonner une direction générale à donner, Tanguy a posé en fait les quelques gros rochers au milieu de la scène avant qu'ils commencent, de manière à ce qu'ils ne se dispersent pas dans tous les sens. Mais ça, je l'explique clairement dans le talk que j'ai fait à BlenderConf. Et donc là, on a Tanguy qui bouge des cailloux, et vous allez voir que Clémence va bouger, va vouloir déplacer, ajouter un nuage classique. Et là, Tanguy se retrouve à l'ombre. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. Tanguy a juste tourné la tête, a dit à Clémence, je suis à l'ombre, est-ce que tu peux enlever ton truc là? Et rien que ce petit détail, en fait, c'est un gros changement. C'est un gros changement dans la manière de faire, parce que dans un pipeline classique, ça aurait pris des itérations, ça aurait pris des retakes, ça aurait pris du temps. Alors que là, le fait d'avoir un impact direct de ce qu'on fait par rapport au travail des autres, ça permet d'économiser énormément d'énergie, de temps et de rendre la chose beaucoup plus ludique. Et là, c'est le résultat final qu'ils avaient eu à l'issue de l'exercice, qui a duré à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, maintenant, je passe à la partie douloureuse. Donc, c'est encore on peut considérer que c'est en alpha, mais ça peut être utilisé c'est complètement utilisable. Donc, jusqu'à maintenant, il reste quelques limitations dans l'utilisation dans Blender même. Certaines données ne sont pas encore répliquées. Ça veut dire qu'en fait, c'est des fonctionnalités de Blender qui sont pas que les autres utilisateurs ne peuvent pas partager encore. Et ces fonctionnalités-là, pour l'instant, c'est le VSE, donc l'éditeur non linéaire, l'éditeur de montage de Blender. Il y a les systèmes de particules qui ne sont pas encore supportés et la simulation physique. Mais ça, c'est un peu une question de temps et il n'y a absolument aucune difficulté. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous y coller, il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a un travail sur lequel je focalise principalement mon attention en ce moment, à savoir des soucis de performance sur des scènes importantes. Ça, c'est dû au fait que passer par un add-on Python, c'est pas forcément toujours idéal pour sérialiser des données, des gros volumes de données et les envoyer sur le réseau. Ça, j'ai un plan pour parvenir à changer les choses. Et ensuite, dans les futurs proches ou plus lointains, là, c'est plutôt proche, l'idée d'avoir
de donner à l'artiste une possibilité d'explorer plus facilement des variations en se basant sur des différentiels, un peu comme Git pour les développeurs, mais en essayant de simplifier la chose avec un système de branches pour que dans la collaboration, en fait, on ne perde pas l'information de ce qui se passe temporellement en fait, en termes de modification. Ensuite, un truc très important, dans Blender, on a des objets, mais ces objets, ils ont plein de données sous-jacentes. Il y a des matériaux, il peut y avoir des rigs, des choses. Et l'idée d'avoir une gestion des layers par droit, c'est permettre à plusieurs personnes de modifier certains aspects d'objets. Par exemple, s'il y a une personne qui fait du shading uniquement, elle pourra taper juste dans les matériaux, etc., etc. Et plein d'autres choses. Donc ça, il faut savoir que c'est complètement ouvert. L'idée, c'est de partager et d'avancer ensemble. Donc il y a une roadmap sur GitLab que je vous passerai après. Et il faut savoir qu'il y a déjà, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des gens de la communauté de Blender qui ont déjà commencé à tester, à faire des bug reports et même à soumettre des features. Et c'est hyper vivant. Tout ça pour dire que finalement, tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Merci Swan. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y en a une au fond. Et donc là, c'est le lien pour télécharger l'outil et pour participer si vous voulez vous impliquer dans le développement, dans tout le processus qui va autour. Bonsoir. Déjà bravo, c'est vraiment cool ce que tu as fait et je suppose que tu t'es bien amusé à le faire. Du coup maintenant je vais te piquer l'idée. C'est quoi les informations que tu transmets au serveur et aux clients? Alors la réplication pour l'instant, donc c'est comme ça que j'appelle la transmission des données d'un client à un autre, comment ça se passe. Pour l'instant je l'ai orienté surtout, on appelle ça une data oriented réplication, à savoir que ce qui est répliqué ce sont les données et pas les actions des gens. Voilà. Et pourquoi ce choix? Ce choix parce que ça, c'est un peu Blender qui a influencé ma manière de faire, à savoir que les contextes dans Blender, les overrides de contexte dans Blender, c'est une tannée et que personne n'a envie de passer par là. Et puis ça donne aussi la liberté ça donne une meilleure granularité en fait dans le choix des updates qu'on envoie sur le serveur. Parce qu'on sait exactement quelle donnée va être modifiée. On peut exécuter des différentiels dessus et à partir de là, on peut imaginer plein de scénarios possibles dans la réplication. Ok, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Bon. Ah si. Les speakers posent beaucoup de questions, je remarque. Super boulot, hein, bravo. J'ai pas vu marqué USD dans tes présentations. Ouais. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de faire la même chose dans USD? Alors, du coup, je parlais des solutions existantes tout à l'heure. NVIDIA fait de la collaboration cross-DCC basée sur l'USD. Il faut savoir que moi, vu que j'étais directement dans le contexte de Blender, il faut savoir qu'ils ne supportent pas encore totalement, ils ne supportent que l'export d'USD et encore moins le streaming de scène et encore moins l'import. C'est des travaux qui sont en cours mais qui ne seront pas prêts avant un bout de temps. Et puis voilà. C'est principalement le problème qui m'a... Ok, merci. Est-ce que le point blend va supplanter le point USD alors? Je suis pas sûr. Ok. Bon merci beaucoup Swan. On va pouvoir clôturer le meet-up.